Bonjour à tous. On va donc reprendre nos travaux avec cette deuxième table ronde. Après nos excellentes interventions de cette première partie de matinée, je tiens à remercier Ingrid pour l'organisation de ce beau colloque et de nous permettre d'être à Grenoble aujourd'hui. Donc, comme je disais, nous avons une table ronde qui s'intitule « Le regard des praticiens sur la réforme ». On a pensé ici donc que c'était important d'organiser une table ronde pour donner la parole aux praticiens, pour qu'ils puissent s'exprimer évidemment sur la réforme de 2007 et les suivantes d'ailleurs, en essayant de mettre en exergue à la fois quand même les points positifs, parce que comme le disait Jean-Jacques tout à l'heure, je pense que la loi de 2007 également, j'ai quand même un avis plutôt positif. Et donc montrer ces points positifs, ses atouts, mais aussi bien entendu ses faiblesses. Et l'idée, c'est aussi bien entendu ici de montrer l'application de la loi et d'éclairer les difficultés pratiques qu'ont pu rencontrer les professionnels et de souligner aussi les apports qu'ont pu avoir la pratique face à ces faiblesses de la loi et face aussi parfois au manque de moyens qu'ils peuvent avoir. Alors, on verra si on arrive à tenir le plan pédagogique que j'avais envisagé, mais ayant eu l'expérience il y a un mois, je sais que ça ne tiendra pas. Mais l'idée, c'était en tout cas de parler un peu du cadre général de la mesure, de sa procédure, ensuite de la protection de la personne, la protection des biens, donc un truc très cadré. Mais vous verrez que protection des biens et de la personne, comme vous le savez, c'est indissociable. Donc déjà, mon plan pêche d'entrée de jeu. En tous les cas, j'espère que par les exemples que vont vous donner les professionnels qui sont à cette table, vous verrez évidemment que tout cela est très riche et que mon plan n'a pas forcément vraiment d'intérêt ici. Alors, je vais commencer tout de même par présenter les membres de notre table ronde, puisqu'on a la chance de réunir, alors là, un panel très complet, magistrats, mandataires, notaires et avocats. Là, vraiment, c'est parfait. Alors, je vais commencer par Madame Christine Perrache, qui est donc magistrat déléguée à la protection des majeurs à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Donc, qui représentera notamment les magistrats et qui nous expliquera justement un peu le rôle de la Cour d'appel dans la protection juridique, qu'on ne connaît pas forcément tous très bien. Ensuite, nous avons toujours à ma gauche M. Pierre Boutier, qui est mandataire judiciaire à la protection des majeurs depuis 18 ans. Alors, je dis ancien président de l'Association nationale des délégués et personnels des services mandataires à la protection juridique des majeurs depuis pas très longtemps, puisque jusqu'à il y a quoi, une semaine, vous étiez encore le président, donc c'est tout frais. Et donc, il va bien sûr représenter ici une pratique des mandataires. À ma droite, Maître Gabriel Nallet, qui est notaire à Grenoble. Et enfin, Maître Florence Fresnel, qui est docteur en droit et qui est avocate à Paris. Donc, pour démarrer en fait cette table ronde, j'ai pensé à une question tout à fait générale, qui était de demander à chacun d'entre vous, finalement, en quoi la loi de 2007 a changé votre métier. Est-ce que ça a été une réforme ou une révolution? Alors, j'ai pas mis de petit ordre de passage, donc qui veut prendre la parole, ou est-ce qu'on commence par la magistrate? Alors, peut-être très rapidement, si la loi de 2007 n'existait pas, la fonction que j'exerce aujourd'hui n'existerait pas, puisque c'est la loi de 2007 qui a mis en place la possibilité non pas la possibilité d'interjeter appel, mais qui a rendu compétente la Cour d'appel pour les appels interjetés en matière de protection des majeurs. On est à l'échelon Cour d'appel avec l'idée d'un avantage qui était peut-être d'uniformiser une réponse sur un ressort plus large, un inconvénient non négligeable, l'éloignement géographique. Je ne peux pas vous parler de ce qu'était le contentieux des tutelles avant la loi de 2007, pour la bonne et simple raison que je n'exerçais pas du tout ces fonctions-là avant. Ce qui fait que le regard que j'ai sur la protection des majeurs et la loi de 2007 n'est pas un regard d'ancien juge des tutelles qui a fait sa mutation avec la loi de 2007. C'est un regard de magistrat qui, par exemple, a pu être juge des enfants. Donc, je trouve que l'ordre public de protection dont il était fait état tout à l'heure, ça, c'est quelque chose qui me parle. Voilà. Donc, sur la loi de 2007, je dis simplement que si la loi de 2007 n'avait pas été là, je ne serais pas là pour vous parler. Voilà. En tout cas, pas à cette place-là. Puis là, vous voulez peut-être
Sur le recul de la loi 2007, je parlerai pas de révolution, je parlerai d'évolution. J'ai pas l'impression que notre ADN a fondamentalement changé entre le 31 décembre 2008 et le 1er janvier 2009. Pour autant, des apports essentiels, la reconnaissance de la capacité naturelle, la présomption de capacité et d'autonomie en faveur des personnes vulnérables est une modification absolument essentielle. L'accent mis sur l'information de la personne protégée sont aussi des évolutions absolument fondamentales. Un regret fondamental que j'ai, c'est que cette réforme n'a pas donné lieu à l'élaboration d'une politique publique globale et ambitieuse de protection des personnes vulnérables. Et de plus en plus ces dernières années, nous n'entendons parler que sous l'angle des financements. Ingrid, tu as pu donner des chiffres qui sont fournis donc, par l'État sur le coût entre 2008 et 2015. Moi, j'aurais deux interrogations. Est-ce que dans le coût en 2008, on prend en compte les financements apportés par les TPSA à l'époque? Il y avait beaucoup de doubles mesures et les mandataires arrivaient à l'époque à être correctement financés par ces doubles mesures avec les TPSA. Et est-ce qu'on prend en compte aussi la baisse drastique et les manques des prises en charge de droit commun que sont le médico-social, la psychiatrie, qui isolent de plus en plus les mandataires? Dès qu'ils sont nommés, ils se retrouvent un petit peu tout seuls. Donc c'est cette vision globale de la prise en charge des personnes vulnérables et cette politique globale qui fait considérablement défaut. Je prendrai deux, trois autres exemples justes. Nous sommes encore à un manque d'articulation complet entre une tradition civiliste de la protection juridique et son envergure ou sa dimension sociale, gouvernée par la cohésion sociale, une double autorité, contrôle des juges et contrôle de l'administration, avec une méconnaissance de l'administration du mandat civil. Durant mes 2 ans de recherche, là, j'ai pu entendre effectivement des inspecteurs de la cohésion sociale, et sans leur faire injure, ils n'ont pas été formés pour. Mais dire que le mandataire devait rechercher un logement pour la personne protégée, ou d'autres envolées lyriques sur le rétablissement du droit de vote, on allait aider les personnes à accomplir leur devoir de citoyen et à réfléchir pour qui, par rapport à leurs propres valeurs, ils devaient voter, des choses comme ça. Encore une césure entre les motifs sociaux et les motifs civils de la protection, et globalement une incapacité globale à sécuriser la situation des professionnels, statut, reconnaissance, diplôme. Toute nouvelle politique ces dernières années consiste à imaginer comment se passer d'eux, mais nullement à sécuriser leur exercice. Je suis désolé, mais quand on embauche dans les services des mandataires à 1 250 € par mois en début de carrière, avec le turnover qu'il y a dans les personnels des services, avec les carences de remplacement des MJPM exerçant à titre individuel, là, il y a encore beaucoup de choses en termes de politique globale à construire. Et enfin, quand même, à noter, ça a été dit, une instabilité du droit. J'ai quand même compté 7 textes qui ont toiletté la loi de 2007, en incluant notre tout nouveau du 23 mars 2019. Merci. Maître, est-ce que vous pouvez dire un mot sur... Alors pour nous, cette loi de 2007, ça a été l'occasion certainement de réviser un peu nos modes de pratique. Si je devais être expéditif, avant la loi, quand une personne arrivait dans notre bureau et qu'elle n'était pas dans une situation où elle pouvait pouvoir seule à ses intérêts, on la renvoyait vers un magistrat et on reprenait notre travail une fois que ce dernier avait fait son œuvre. À partir de la loi de 2007, la réaffirmation des principes de nécessité et de subsidiarité nous ont d'abord reconduit à considérer un certain nombre de nos pratiques, parfois avec difficulté, notamment la pratique des mandats, notamment la pratique des régimes matrimoniaux également, et puis naturellement la question de l'anticipation qui a été évoquée tout à l'heure, qui est un des grands apports de cette loi, avec le mandat de protection future, sur lequel je ne doute pas que nous reviendrons dans un instant.
Merci. Donc moi, j'ai été auditionnée déjà dans le rapport Favard de 1999, alors qu'on travaillait depuis 1991. Donc j'ai travaillé sur l'ancien projet de loi, sur la loi. Donc ce que je voudrais vous dire, dans le cadre simplement du cabinet d'un avocat, qu'il y a 2 points qui sont le rétrécissement et l'élargissement. Le rétrécissement, ça a été que quand je reçois des clients, des enfants qui disent qu'ils veulent mettre maman ou une tante ou quelqu'un sous mesure de protection, je leur dis je veux le certificat médical circonstancié. Et c'est bien ce que déjà Ingrid, vous aviez dit, quand on s'était un peu frité là-dessus, c'était le grand problème. Et alors, elle me disait, elle veut pas, on pourra jamais emmener le médecin, elle ira jamais voir le docteur, on peut pas. Et je disais, je vais passer par un signalement auprès du procureur de la République. Alors là, je sentais les personnes se tétaniser. Et pourquoi le procureur? On n'a rien fait de mal. Non, attendez, mais c'est incroyable d'entendre cette peur et de leur dire non, c'est un point de procédure logique, on ne peut plus saisir directement le juge de tutelle. Et c'est vrai que Gilles a dit tout à l'heure, mais il y a des moments d'urgence où cette saisine d'office qui n'existe plus pourrait quand même être nécessaire. On a des problèmes à régler. Donc, si vous voulez, là, c'est ce que j'appelle le rétrécissement du texte de loi. Et en revanche, il y a un élargissement, une bouffée d'oxygène excessivement importante que j'appellerais le tutelle à la personne et l'ouverture à la psychiatrie. Sur le tutelle à la personne, il est vrai que l'on prend beaucoup plus en considération ce que dit la personne, ce qu'elle veut dire, l'autonomie, en grec autos nomos, c'est-à-dire soi-même exprimer sa propre règle, porter sa propre volonté, dire qui l'on est. Et ça, je crois que quand Gilles a bien exprimé l'opposition qu'il existait entre les 2 avocats qui s'exprimaient au XIXe siècle, n'oubliez pas qu'entre 1804 et 1968, la présence de l'avocat était obligatoire. Elle ne l'est plus depuis 1968. Eh bien, à l'époque, les avocats s'intéressaient beaucoup à la matière. Et puis, il y a un deuxième point de droit qui est important, c'est celui de la psychiatrie. Vous savez que depuis 2011, on a eu 2 décisions de la Cour, du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme, indiquant la présence obligatoire de l'avocat et le fait que le majeur vulnérable, non pas protégé, doit être assisté d'un avocat dès lors qu'il est hospitalisé sans son consentement. Donc là, on a fait la présence obligatoire de l'avocat. Vous aviez encore le texte de 2013 et l'application à partir de 2014. Et donc, si vous voulez, ce point de droit tellement important qui parfois recoupe, on parle toujours du vieillissement de la population, mais il y a aussi ce qui est une autre population importante, qui sont les malades mentaux, 3 à 6% de la population française, 200 000 qui sont sous mesure de protection. Je me permets de me porter un peu leur parole aussi. Et cela nécessite... Ils ont un avocat auprès d'eux et ils n'en ont pas dans cette partie-là. Et souvent, je suis consultée pour les majeurs qui sont en hôpital psychiatrique et je leur dis, mais c'est pas parce qu'ils sont en hôpital psychiatrique qu'ils doivent être soumis sous mesure de protection. Ce sont des choses différentes. Ne confondez pas. Vous voyez? Donc, il faut être très précis, essayer d'apaiser les personnes qui sont en face de nous. Je trouve que, comme tout ce que nous faisons, il y a toujours des points positifs et des points négatifs dans les actions humaines. Merci. Merci, maître. Alors justement, vous parliez de l'ouverture de la mesure, de la notion d'altération des facultés mentales, qui finalement est une notion pas si facile et pas si aisée à cerner, et du fameux certificat médical circonstancié. Donc à cet égard, je voulais vous interroger les uns les autres sur ce que vous aviez comme sentiment à l'égard des certificats médicaux dans vos pratiques. Est-ce que vous avez parfois besoin de demander des compléments d'information? Est-ce que vous les utilisez? Comment vous utilisez en fait ces certificats, leur contenu, de par chacun votre pratique? Alors, je replacerai la question du certificat médical circonstancié plus largement dans la question de l'analyse du besoin de protection et donc dans la question essentielle de la nécessité et de la subsidiarité. Ce que nous constatons
alors au niveau de la cour d'appel et puis plus encore au niveau des juges des tutelles, c'est qu'on est quand même dans une approche très médicalo-centrée pour beaucoup de saisines du juge des tutelles. Il n'est pas rare que le juge ait entre les mains, lorsqu'on est en requête familiale, les requêtes familiales, elles sont rarement motivées. C'est-à-dire que la Cour de cassation est venue rappeler que la requête du procureur de la République, on pouvait considérer qu'elle était motivée avec les éléments du signalement. Les requêtes familiales, il y a des éléments d'état civil, il y a éventuellement des éléments patrimoniaux, mais le besoin de protection est rarement explicité dans la requête familiale. Et donc le juge, à sa disposition en amont, il a la requête de la famille et un certificat médical circonstancié. Et si jamais ce certificat a en plus l'idée assez fréquente d'indiquer que la personne ne peut pas être entendue, en face de lui, il aura le membre de la famille qui a déposé la requête et personne d'autre. Et donc sur l'analyse du besoin de protection, on est quand même dans une approche très médicalo-centrée. Je fais la distinction avec les requêtes procureur de la République, puisque là, en règle générale, au contraire, ce qui est porté à la connaissance du procureur de la République, ça va être des éléments d'évaluation, beaucoup, je dirais, des travailleurs sociaux, après des prises en charge qui ont duré un certain temps et le constat de l'échec, voilà. On a quand même aussi un certain nombre d'institutionnels qui passent par le procureur de la République, avec, à mon avis, un prisme un peu particulier. Je pense à tous les EHPAD qui signalent au procureur de la République le fait qu'ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés et mamie est démente. Ben oui, mamie est démente, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est en EHPAD. Ils ne sont pas payés. Voilà, mais je veux dire, faut avoir conscience qu'il y a un certain nombre d'instances. On pourrait considérer qu'ils instrumentalisent quelque peu la mesure de protection. Et cela étant, lorsque le juge va avoir la situation devant lui, on va bien avoir un certificat médical circonstancié. Et on va avoir un besoin de protection, puisque de fait, si l'établissement n'est pas payé, le contrat de séjour risque d'être mis fin. Et donc, voilà. Donc, je ne dis pas... Donc, de fait, vous risquez d'avoir une mesure de protection et même une mesure de tutelle, souvent. Voilà. Je dis simplement que sur l'analyse du besoin de protection, on a quand même vraiment des progrès à faire. Et en cela, je trouve que un petit bout de la réforme du 23 mars qui vient dire que la requête du procureur de la République serait irrecevable si on n'a pas une évaluation médico-sociale, me semble vraiment une bonne réforme. Je constate au demeurant que très souvent les parquets, les procureurs de la République, lorsqu'ils reçoivent un élément de signalement, pour bon nombre des dossiers qui viennent à la cour d'appel, qui ne sont qu'une petite partie des dossiers, le parquet renvoie aux services sociaux en disant « Est-ce que vous connaissez la situation ?» Je pense notamment à tout ce qui est signalement bancaire. Et c'est en cela que je dis « Oui, le parquet, il a un rôle de plaque tournante qui est absolument indispensable. » Et c'est en ça aussi que je fais l'analogie avec la protection des mineurs, c'est-à-dire, je pense que le procureur de la République est là pour justement recevoir toutes ces alertes du corps social, analyser ça en demandant des compléments d'information, comme il le fait déjà dans un certain nombre d'hypothèses, et le fait que ça soit généralisé avec la loi du 23 mars dernier me semble une bonne idée. Et c'est en effet le procureur de la République qui saisit le juge des tutelles lorsqu'on a tout ce prisme-là. Je constate que sur les requêtes famille, on n'a pas ça. Voilà. Sur la teneur des certificats médicaux circonstanciés, il est clair qu'on a parfois de quoi s'arracher les cheveux sur, je dirais, les incohérences intrinsèques des certificats. C'est-à-dire, on va vous dire, madame est hors d'état de manifester sa volonté, elle peut bénéficier d'une mesure d'assistance. Alors là, vous vous dites, alors attention, voilà. Ou alors, monsieur exprime très clairement sa volonté, il peut être en habilitation familiale. Bon, c'est-à-dire qu'on a un problème de formation des médecins, mais au-delà de la formation des médecins, on a à travailler ensemble sur... le texte, c'est une altération médicalement constatée des facultés mentales. On n'est pas médecin, on ne demande pas à l'être, mais
on demande quand même à ce que le médecin dise quelque chose. Voilà. Et à la cour d'appel, par définition, ce qui vient en appel, c'est ce qui est contesté, hein, sinon ça ne viendrait pas en appel. Donc ce n'est qu'une petite partie, mais il m'arrive de manière non négligeable, en appel sur un jugement d'ouverture, hein, donc de prononcer de mesures de protection. J'ai 4 certificats médicaux, tous rédigés par des médecins inscrits sur la liste du procureur, dont on peut estimer qu'ils ont un minimum de formation ou à tout le moins un minimum d'appétence. Je peux en avoir 2 disant aucune altération des facultés mentales et 2 disant altération des facultés mentales nécessitant une mesure d'assistance, voire de représentation. Voilà. On n'est pas dans des sciences exactes, dont acte, mais je crois qu'on a vraiment un enjeu à travailler ensemble. Et c'est en ça que je dis qu'il y a des choses à faire avec les médecins. Je constate malheureusement que lorsque les juges des tutelles proposent des réunions aux médecins inscrits, réunions auxquelles la cour d'appel se déplace, parce que je trouve qu'on a aussi notre place dans toutes ces rencontres-là. D'abord, il n'y a pas beaucoup de médecins qui viennent, et d'autre part, c'est pas pour autant que les choses bougent. Je crois qu'il y a des choses à faire sur guider peut-être les médecins sur ce dont nous allons avoir besoin. Et donc, il y a tout un travail qui est mené sur un certificat médical de type, non pas pour qu'ils aient à cocher des cases, mais simplement qu'ils soient guidés dans ce dont nous allons avoir besoin, nous, magistrats, pour apprécier d'abord le besoin de protection avant d'apprécier la nature de la mesure de protection. Voilà. Un tout petit mot sur l'absence d'audition des majeurs protégés. Vous savez que le certificat médical circonstancié est la seule base juridique pour qu'un magistrat rende une ordonnance de dispense d'audition. C'est-à-dire que la loi est venue dire et répéter que la personne à protéger, puisque le jugement n'est pas encore intervenu, doit être entendue par le juge, sauf si le médecin vient dire 2 hypothèses, que son audition était susceptible de nuire à sa santé ou qu'il était hors d'état de manifester sa volonté. La place des ordonnances de dispense d'audition dans les dossiers est assez importante. Sur les statistiques qui ont été faites par le ministère sur l'analyse des jugements rendus par les juges des tutelles à partir d'octobre 2015, analyse à partir de laquelle il y a une certaine extrapolation, il est quand même dit que les 2/3 des personnes placées sous tutelle n'étaient pas entendues par le juge. Sans que l'on sache si c'est qu'elles ont fait l'objet d'une dispense d'audition ou si c'est qu'elles ne sont pas venues. Mais la réalité, c'est que 2/3 des personnes placées sous tutelle n'avaient pas été entendues par le juge. La réalité, c'est qu'on a, je dirais, un certain nombre de collègues qui rendent une ordonnance de dispense d'audition à la lecture du certificat médical. Et puis, lorsque le dossier vient en cour d'appel, on se rend compte en fait que le majeur protégé, il a été entendu. C'est-à-dire, à la lecture du certificat médical, on dit, bon ben, il ne peut pas être entendu. Et puis, si jamais il y a une sauvegarde de justice avec mandataire spécial, ou la famille va écrire en disant, mais attendez, elle peut quand même dire quelque chose, maman. Elle est en établissement, mais elle peut dire quelque chose. Donc, je crois qu'il faut être vigilant sur, attention aux chiffres, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'on aura le nombre de dispenses d'audition qu'on aura la réalité du terrain. C'est-à-dire que les magistrats, à un moment donné, vont rendre une ordonnance de dispense d'audition, mais tout en disant et répétant à tous les acteurs, si vous pensez qu'elle peut être entendue, moi, magistrat, je préfère l'entendre. Bien sûr, vous n'aurez aucun collègue qui vient vous dire qu'il préfère se dispenser d'une audition. Aucun. En revanche, charge du travail. Voilà. Et la réalité, c'est que on a un certain nombre de situations où les majeurs à protéger sont difficilement transportables. Voilà. Et les collègues que j'ai interrogés, donc les juges des tutelles de terrain, disent une demi-journée par mois pour faire des transports audition. C'est forcément pas beaucoup. Voilà. Sur le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il y a plus de 40 000 personnes sous mesure de protection entre les différents juges des tutelles sur le ressort de la cour d'appel.
Donc forcément, une demi-journée par mois par magistrat, ça passe pas. Merci. Je vous rejoins sur le travail avec les médecins. C'est vrai que dans le département où je suis, il y a eu un gros travail après la loi de 2007 avec les médecins, qui a été fait par les magistrats du tribunal de grande instance de Quimper, pour ne pas les nommer, et qui justement avait, je pense, avait porté ses fruits par rapport à la rédaction des certificats médicaux, qui étaient vraiment très, très exhaustifs, très circonstanciés, et qui répondaient, en fait, comme vous dites, à la demande en fait, des magistrats, qui du coup étaient beaucoup plus éclairés. Je pouvais faire la comparaison, parce qu'on a fait l'étude à Brest, à Quimper et dans d'autres régions, qui n'étaient pas du tout les mêmes certificats médicaux, mais vraiment, parfois, c'était du noir au blanc. Donc, je pense que là, il y a vraiment un travail de coordination, c'est évident, à faire avec le monde médical. Pierre, je vous laisse la parole sur les certificats médicaux. Je vais être bref, je vais être à la fois à charge et à la fois indulgent, partie 1, partie 2. À charge parce que, évidemment, les certificats médicaux circonstanciés sont très souvent médiocres. Il faut aussi les différencier des certificats médicaux simples qui sont joints en cas de révision en allègement ou en cas de renouvellement à l'identique d'une mesure. Pour ce qui est des certificats médicaux circonstanciés, il y a évidemment une grosse carence globale de formation des médecins. Les certificats médicaux simples, c'est encore pire. C'est-à-dire que les médecins généralistes, les gérontaux méconnaissent absolument le dispositif. Alors, juste pour s'amuser, je peux citer le nombre de tutelles renforcées que j'ai vues dans les certificats médicaux. Quand on pense au dispositif, on dit que la pauvre personne, il ne va pas lui rester grand-chose. À décharge, je pense qu'on demande à tort aux médecins de se prononcer sur des concepts juridiques. Les médecins ne savent pas ce qu'est l'assistance, ne savent pas ce qu'est la représentation et globalement, est-ce que c'est à eux de le savoir? Par contre, qu'ils soient extrêmement stricts sur la description de l'altération, de la pathologie, de ses effets. Est-ce qu'il y a des troubles cognitifs? Est-ce qu'il y a des troubles mnésiques? Comment ça peut impacter le rapport à l'autre, le relationnel dans la société, l'appréhension de tous les droits ou obligations auxquels la personne est soumise? Donc là, effectivement, si on leur demande vraiment de se centrer sur la description, ce qui est leur partie, des traits médicaux, pathologiques, et ensuite, à charge, et là je vous rejoins à 100%, aux magistrats de les traduire en mesure, avec en appui une vraie évaluation médico-sociale. On a beaucoup parlé dans le cadre 40 Églises. Nous, on proposait une sauvegarde systématique en amont d'une mesure pour évaluer, pour préparer tout le monde, y compris à la famille. Ça a été traduit à très juste titre comme un mandat... d'observation, voilà, j'allais dire mandat provisoire, mais mandat d'observation. Et ça paraîtrait absolument indispensable. Et là, je suis désolé, mais les mandataires ne me semblent pas les plus mal placés pour traduire en proposition de capacité juridique des capacités concrètes observées et mis en lien avec l'environnement de la personne pour quand même favoriser le droit commun, les solidarités de droit commun, familiales et professionnelles. Merci Pierre. Est-ce que vous voulez parler du certificat? Allez-y d'abord. Mais écoutez, moi j'ai deux choses à vous dire sur la connaissance du certificat médical circonstancié et sur son contenu. Sur la connaissance, quand le client vient, je lui dis bien que le certificat médical circonstancié est sous pli cacheté. Donc je vais l'envoyer avec la requête sous pli cacheté au magistrat et je n'en ai pas connaissance. Quand bien même je suis l'avocat du majeur protégé. Je suis l'avocat de la famille, bien sûr, non. Et donc, il faudra que, si je suis l'avocat du majeur protégé, je demande la copie de la communication du dossier pour le recevoir. Sinon, si je suis l'avocat d'un des membres de la famille ou d'un tiers, bien sûr, je me déplacerai au tribunal d'instance pour prendre connaissance du certificat médical circonstancié. C'est le premier point. Le deuxième point, sur le contenu. Je crois que tout ce qui a été dit est exact. Il se trouve que depuis plusieurs années, je suis demandée par l'université de Paris 5, Descartes, c'est l'université de médecine de Paris, de faire un cours aux médecins sur ce point. Donc je fais un cours et je me trouve devant une cinquantaine de médecins, chefs de clinique, professeurs de faculté. Enfin bon, c'est quand même
tous des huiles, ils ont tous entre 50 et 60 ans. Bon. Et quand je pars à mon petit galop pour leur expliquer ce qu'est la mesure de protection, parce que pour le reste, je leur dis que je ne suis pas médecin et que je me garderais bien d'exercer la profession qu'ils exercent. Pénalement, c'est répréhensible, donc je m'en garde bien. Donc, ils me regardent un peu, et puis je leur explique la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle. Je peux vous dire, ils tombent de l'armoire. Ils ne savent pas ce que c'est, ils n'ont rien compris. Donc, j'explique ce que c'est que l'assistance, la représentation. Ils m'écoutent, à la fin ils m'écoutent, au bout de 10 minutes, ils ont compris quand même. Au début ça chahute un peu, ils savent tout. Bon. Donc on les prend, et puis je leur dis voilà, quand vous rédigez votre certificat médical circonstancié, si vous voulez être inscrit sur la liste, mais je dirais néanmoins au préalable que celui qui est inscrit sur la liste, c'est bien le procureur de la République. Donc, le procureur de la République, c'est lui qui prend la décision d'inscrire tel ou tel médecin, telle ou telle personne chargée de diplôme de cela. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas obligatoirement au préalable, comme quand on a une espèce de CNC, ou je ne sais pas, peut-être faire quelque chose de plus léger, parce que vis-à-vis des médecins, ils sont quand même susceptibles. Mais bon. Alors, à la suite d'un petit cours de 3-4 heures, leur faire un petit QCM, gentil, voilà, de 30 minutes, vous cochez la case, et puis on vous mettra entre 0 et 20, voilà. Donc si vous voulez, puis on l'envoie au proc, voilà. Donc ça permettrait, oui, c'est quelque chose de simple, savoir s'ils ont moins compris, ils sont médecins, voilà. Bon, je voudrais un peu vous faire sourire, merci. Alors, je rejoins tout à fait Maître Fresnel. Ce n'est pas parce qu'on est soumis au secret professionnel que le secret médical ne nous est pas opposable. Et il faut bien veiller à ce strict respect. Moi, il n'est pas question que j'ouvre un certificat médical, même si parfois ça m'aiderait bien pour savoir si l'acte que je suis censé recevoir est susceptible de lésion ou pas. Mais je vais me permettre un hors-sujet, si j'ose dire, sur cette question du certificat médical. Pour interroger une des inquiétudes que la loi de 2007 a généré et j'aurais presque envie de dire effectivement révélé, c'est qu'en médicalisant les mesures de protection, elle a laissé pour compte un certain nombre des personnes qui auparavant relevaient de la curatelle en raison de leur caractère impécunieux ou de leur oisiveté, si je reprends des termes d'un code civil que je n'ai presque pas connu. Voilà, prodigalité également. Ça fleurait bon le 19e. Mais c'était une réalité, et c'est encore une réalité. Et il faut bien reconnaître que ni les mages ni les MASP ne sont venus secourir ces personnes en situation des errances sociales, si je peux dire les choses comme ça. Enfin, c'est toujours difficile de trouver le terme adéquat. Mais voilà, qui relèvent pas. Enfin, on sait que si on les envoie chez un médecin spécialisé, déjà la probabilité qu'elles y aillent est extrêmement faible, et que si finalement elles y vont, le médecin constatera qu'il n'y a pas d'altération médicalement constatée de leur capacité, et on laisse là des personnes dans une situation de fragilité, de vulnérabilité qui est inquiétante, et pour être parent de nombre de familles d'enfants psychotiques ou qui sont dans un déni de leur maladie, on voit bien que là, il y a des cas qui génèrent les plus grandes inquiétudes. Je voudrais simplement dire pour la prodigalité, c'était prodigalité, oisiveté, intempérance, pour ceux qui se souviennent de ces temps anciens, pour ceux qui ont moins de 20 ans. Donc si vous voulez, c'est simplement pour dire qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation qui dit que dès lors que la prodigalité a été constatée, mais quelle est la preuve d'une altération des facultés mentales, on peut prononcer la mesure de protection. On a un arrêt. Donc, je me permets de le rappeler. Donc, c'est un petit bémol. Il est petit, mais mon cher maître, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup. Alors, la mesure, l'ouverture. Maintenant, la question, c'est le choix du protecteur. Qu'est-ce que chacun d'entre vous peut nous dire sur le choix du protecteur, et notamment, on en a parlé tout à l'heure, la priorité familiale, et puis bien sûr le rôle des mandataires. Alors, le choix du protecteur fait partie de la question très fréquemment évoquée à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. C'est-à-dire que j'essaye de regarder ce qui arrive à la Cour d'appel
Et donc lorsque c'est un jugement qui est contesté, alors j'ai fait mes petites statistiques. Le principe de la mesure de protection est contesté, représente 45% de ce qui est contesté à la Cour d'appel. Le choix du tuteur représente 35% de ce qui est contesté en appel. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très fortement porté. N'oubliez pas que l'appel n'est pas forcément fait par le majeur protégé, mais assez souvent par un membre de la famille qui, je ne comprends pas pourquoi c'est mon frère et pas moi, bon, ou surtout la famille qui dit on ne comprend pas pourquoi c'est un professionnel. Voilà. L'autre chiffre qui me semblait important, c'est les ordonnances de changement de tuteur font partie, de décharge des tuteurs, font partie alors, je ne peux pas vous dire quel est le pourcentage d'appels, puisque je n'ai pas les données des juges des tutelles, mais je peux vous dire que parmi toutes les ordonnances qui viennent à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les ordonnances portant sur les décharges de tuteurs représentent plus des 2/3. Et dans ce cadre-là, on a de fait une réponse de la Cour d'appel qui va rarement être une confirmation, enfin je veux dire, la confirmation du décharge de tuteur ne va représenter que 50% de la réponse de la Cour d'appel. Parce qu'il arrive de manière non négligeable, lorsque c'est quelqu'un de la famille qui était initialement tuteur ou curateur, qu'il a manqué à ses obligations, je dirais, formelles, c'est-à-dire l'obligation de déposer les comptes, le juge le convoque, il ne vient pas, etc. Il arrive qu'il y ait donc des décharges de la fonction de tuteur prononcée, ordonnée par le juge des tutelles, et avec désignation d'un professionnel. Et à l'audience d'appel, qui a lieu quelques mois plus tard, le professionnel vient dire « mais en fait, la famille, elle peut de nouveau être en charge de la mesure de protection ». Voilà. C'est-à-dire, il y a eu en effet un manquement formel aux obligations, mais l'évaluation par un professionnel est venue d'abord confirmer la bienveillance familiale, et puis est venue aussi peut-être aider la famille à intégrer des exigences judiciaires. Et je trouve que ça fait partie des réelles problématiques, parce que la loi de 2007 fixe la priorité familiale, mais l'information et le soutien aux tuteurs familiaux, les budgets, ils sont arrivés avec 2016. Voilà. Donc on a quand même, pendant 9 ans, une priorité inscrite dans la loi, mais aucun dispositif national de maillage, je dirais, du territoire pour mettre en place des dispositifs d'information et de soutien aux tuteurs familiaux. Or, ce qui apparaît dans ceux qui ont travaillé sur toutes ces questions-là, c'est que d'abord, le soutien aux tuteurs familiaux intervient aussi en amont. Voilà. Et tout le travail, je dirais, de sensibilisation sur est-ce qu'il faut déposer une requête au juge ou est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place, en fait, il y a des choses à faire en amont avec les familles, fortement. Mais pour ça, il faut un maillage et il a fallu attendre 2016 pour qu'il y ait un budget. Par ailleurs, il est évident que de demander à un certain nombre de membres de la famille de déposer des comptes de gestion, de formaliser des requêtes sur des formulaires plus ou moins abscons, avec la notion d'acte de disposition, d'acte d'administration, c'est forcément un peu compliqué quand même. Et s'il n'y a pas un accompagnement, il ne faut pas à la fois s'attendre à une forte proportion de désignation familiale s'il n'y a pas de l'accompagnement. Voilà. L'accompagnement, il n'est pas uniquement au niveau des majeurs protégés, il est également au niveau des familles qui cherchent à s'investir. Sur quelques chiffres sur les désignations familiales, l'enquête du ministère avait mis en évidence que les mesures de tutelle étaient confiées à 60% à un membre de la famille et les mesures de curatelle à 25%. En ce qui concerne les décisions rendues par les juges des tutelles de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
à qui je demande un certain nombre de chiffres aussi sur leur pratique et pas uniquement sur le nombre de jugements, mais c'est-à-dire qui vous désignez. Est-ce que vous désignez quelqu'un de la famille ou pas? La proportion en matière de tutelle, c'est 50% à la famille. Par contre, en curatelle, on est en effet à 25%. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que la mesure de curatelle, qui est une mesure d'assistance, en fait, elle repose sur des professionnels, à 3/4. Elle repose sur des professionnels parce que les familles, en général, lorsqu'elles en viennent à saisir le juge de tutelle, c'est qu'elles sont dans un épuisement et une lassitude pour un certain nombre de problématiques à la frontière de la psychiatrie, voire complètement dans la psychiatrie, voilà, et qu'il faut entendre aussi le besoin qu'il y ait un relais pris par les professionnels. Alors que dans les mesures de représentation, on n'est pas sur le même public, on est objectivement beaucoup plus sur un public vieillissant, pas exclusivement, mais de manière non négligeable. Et là, je dirais, la place de la famille, elle est forcément plus facile. Voilà. Je rappelle aussi que dans le cadre de l'enquête du ministère sur l'analyse des décisions rendues par les juges des tutelles, il est apparu que lorsque c'était la famille qui déposait la requête, elle était désignée à plus de 80%. C'est en ça que je dis que travailler en amont sur le soutien, pas uniquement aux tuteurs familiaux en fait, mais aux situations familiales dans lesquelles il y a des éléments de fragilité qui pourraient donner une saisine juge des tutelles. Si on travaillait en amont comme cela, on aurait forcément plus de familles qui seraient accompagnées sur le besoin de protection, sur l'analyse exactement du besoin de protection, et ça serait elle qui formulerait la requête, et on sait que dans ces cas-là, la probabilité pour qu'elle soit désignée est importante parce qu'il y a toute une démarche en amont. Voilà. Sur le choix du protecteur, deux types de remarques de ma part. La première, ça serait une étrangeté, j'ai toujours trouvé depuis la réforme, c'est qu'en fin de compte, le MJPM est un choix par défaut, évidemment, puisque à défaut de la famille. Du point de vue civil, le protecteur professionnel n'apporte aucune plus-value par rapport au protecteur familial. Il n'est pas censé en savoir plus, c'est-à-dire il est censé avoir les connaissances d'un citoyen moyen. Alors que du point de vue médico-social, le MJPM doit apporter une plus-value, des conditions d'exercice, des garanties effectives d'exercice, des garanties des droits. Et c'est juste ma remarque, le mandataire n'est jamais désigné pour la plus-value qu'il est censé apporter, mais quand il est désigné, il doit procurer cette plus-value. C'est pas forcément illogique par rapport à la structure de la loi, mais je voulais noter quand même cette idée qui m'a toujours paru assez étrange. La deuxième, c'est que je pense que la place des professionnels devrait être largement plus déployée en soutien des familles. On parle toujours du soutien et information aux tuteurs familiaux, mais même les financements ouverts sont quand même extrêmement squelettiques. C'était 3 millions, je crois, qui ont été ouverts en 2016. Donc autant dire qu'avec ça, on ne fait pas grand-chose par rapport à évaluer environ 400 000 familles qui exercent des mesures. Mais surtout, le SITF est facultatif. Il est facultatif et les familles viennent voir le soutien aux tuteurs familiaux essentiellement pour des raisons techniques. Comment je fais un compte de gestion, comment je gère ceci, comment je fais ce dossier. Or, quand on déplie un petit peu les demandes, on s'aperçoit que c'est vraiment sur le sens de la mesure et la philosophie de la loi qu'il y a des carences. Combien de fois on a entendu « Bon, moi je vais placer maman en EHPAD ». Bon, un peu comme moi je place 100 € sur le livret A, comme ça. Bon. Pourquoi pas, on va placer, parce que les professionnels nous mettent la pression. Et là, le travail devient d'autant plus important de rappeler que le choix du lieu de vie appartient à qui, etc. Et c'est là-dessus que les familles ont besoin de soutien. Mais ça n'existe pas. Et évidemment, les propositions, depuis le CNBD en 2014, le Comité national bien traitant ses droits, on ne fait que des propositions en disant « Mais mettez-nous, plutôt que de nous mettre en première ligne, mettez-nous en soutien des familles ». Le problème, c'est qu'avec une vision permanente actuellement de coûts immédiats et court-termistes, il n'est pas du tout envisagé que investir
dans le soutien, dans une subrogation élargie auprès des familles ou des choses comme ça, il y aurait sans doute une plus grande montée en charge des familles qui seraient vraiment soutenues dans leur exercice, et qu'au bout, l'ardoise serait peut-être pas inférieure, mais en tout cas pas pire, avec une vraie implication des proches. Mais ça n'est pas du tout les signes qui nous sont donnés au plus haut de l'État aujourd'hui. Merci. Est-ce que Bon, ben, je parle toujours avant vous, monsieur. Pardonnez-moi, c'est quand même le notaire. Donc, si vous voulez, sur le principe de la protection familiale, le principe de la priorité, bien sûr. Donc, moi, je reviens toujours uniquement à ma pratique. Hein. Ne me demandez pas autre chose. De toute façon, je suis là pour ça. Donc, faut pas aller ailleurs. Hein. Donc, si vous voulez, c'est vrai que nous, quand on est là, bon, quand je vois le client avant la mesure de protection, en amont, comme l'a dit Madame le Président, 80% des mesures de protection vont aller à la famille. Mais il m'arrive, et encore, j'ai été ça hier avec une cliente, et ça reviendra vers vous ensuite, monsieur, où ma cliente disait, ah là là, moi, il faut mettre c'était dans un cadre successoral, il faut mettre mon frère sous mesure de protection, parce que bon, il délirait, donc on a bien un certificat médical circonstancié, paranoïaque, idéique, mon origine, enfin, on a tout, hein, on a tout le plan clinique. Et elle disait, moi, je ne veux pas être son protecteur, mais je veux que ce soit un tiers extérieur. Et je reviens vers vous, Pierre. Ça sera un tiers extérieur qui pourra décider des problèmes de succession, du partage et de tout. Et cela apaisera, et d'abord ça le fera soigner aussi, parce que moi j'en suis pas capable. Donc il ne faut pas croire que dès lors que c'est un membre de la famille qui demande une mesure de protection, qu'il la demande pour la famille. Pas toujours. Moi j'en ai l'expérience. Donc ça je tiens à le dire, parce que cela est vrai aussi. Hein, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que le soutien de la nécessité d'accompagnement est importante. Bon, moi, quand j'ai un dossier, je dis toujours aux clients, si vous avez besoin ensuite de moi, vous me retrouvez après, je suis à vos dispositions, mais sinon, vous me passez un coup de fil, je vous dis ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué. Sur le plan plus général, je pense qu'il y a deux institutions qui peuvent aider les tuteurs familiaux, qui sont les barreaux, puis qui sont, on a quand même 175 barreaux en France, et les chambres des notaires et les notaires. J'aimerais quand même que ce sont des juristes qui connaissent normalement la matière et qui doivent être au service de leur clientèle. Les notaires sont des officiers ministériels, donc bien sûr, tout leur revient en premier, mais les barreaux aussi. Donc moi, ça fait quand même quelques lustres que j'ai mon petit bâton de pèlerin pour dire qu'il faut que les barreaux français prennent en charge cette chose. Donc si vous voulez, le protecteur familial, toujours, même s'il y a priorité familiale, je dis pas toujours, il a intérêt du majeur protégé qui ne soit pas. Et je me souviens, je reviens dans le cadre du rapport Favard, donc ça revient à 99, où Bercy avait dit, ça sera la présence obligatoire familiale. À défaut, si la famille le refuse par le juge, il y aura un impôt égal au quart, c'était 25% du montant de la somme qu'il devait verser en plus. Et là, j'avais piqué une colère contre l'énarque de service en lui disant, vous vous rendez compte, dès lors que ce sont des malades mentaux, si c'est leur père ou leur mère qui est le protecteur, ce que cela va représenter, alors je vais vous envoyer 5 psychiatres pour vous le dire. Il m'avait regardé, il avait eu peur. Hein. Avoir un énarque qui a peur, je vous dire, ça fait plaisir. Bon, alors, il s'est dit, elle m'envoie 5 psychiatres, je vais mal me sentir. Donc, on avait retiré cette proposition qui était là. Pour vous dire, non, mais, vous voyez, la priorité familiale, elle n'est pas obligatoire. Et quand je reçois mes clients, je leur dis, c'est pas parce que c'est marqué, parce que là, ils savent tout quand ils arrivent. Ils ont tout vu sur Internet. Alors, je leur dis, non, c'est quand même le magistrat qui juge, et c'est pas nous. Voilà, merci. Moi, il me semble qu'il faut distinguer deux situations qui sont bien différentes. Il y a celle de la personne âgée et celle du majeur vulnérable, souvent, notamment, comme vous l'évoquiez, maître dans des cas psychiques. Le majeur vulnérable dans des cas psychiques ou atteint d'handicap, la grande difficulté quand on confie la mesure à la famille, c'est qu'en fait, on le maintient dans une situation de minorité.
C'est-à-dire que les parents ne prennent pas conscience que, en fait, désormais, ils gèrent un majeur et ils ne respectent pas son autonomie. Et quelque part, je me dis, parfois, ce serait une bonne chose que la mission soit confiée temporairement pendant 2 ou 3 ans après la majorité à un professionnel pour que les parents comprennent que, voilà, je vois plein de parents qui continuent à financer l'accueil et les frais et les frais et les besoins de leurs enfants, alors que celui-ci touche l'AH, et je dois leur rappeler qu'il est majeur et qu'il faut consommer son AH, qui n'est pas faite pour être thésaurisé sur son livret A. Bon, a fortiori dans des cas psychiques, parce que dans des cas psychiques, le pouvoir de dire non, il ne faut pas qu'il soit confié aux parents. C'est une confusion des rôles qui est on ne peut plus néfaste. Et il faut que les parents restent les parents et que le pouvoir de dire non appartienne au curateur. Et c'est bien normal que dans ces cas-là, la majeure partie des curatelles soient confiées à des professionnels. Après, de mon côté, je suis naturellement un ardent défenseur de la mesure familiale, et c'est mon rôle de médiateur de la famille que de le faire, tout en ayant conscience que la mise en place d'une mesure de protection au sein de la famille, c'est un début de Big Bang, dont je ne suis absolument pas sûr des conséquences auxquelles il aboutira. Mais en tout cas, c'est forcément une inquiétude. Inquiétude parce que mon expérience me montre que celui qui va être chargé de la tutelle, il prend un lourd fardeau et que ses frères et sœurs ne s'en rendront pas nécessairement compte, qu'on va l'obliger à tenir des comptes, ce qu'il ne fait peut-être même pas pour lui-même. Moi, j'avoue que je ne tiens pas des comptes pour moi-même, donc le jour où on me demande d'en tenir pour les autres, ça ne va pas me réjouir follement. C'est un euphémisme. Voilà. Donc il faut bien se rendre compte et il faut bien mesurer qu'on est en train, avec la mesure de protection, de potentiellement semer les graines de difficultés familiales. Alors il faut utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour que cette gangrène, si j'ose dire, ou cette possible gangrène ne gagne pas. Ça peut être la cotitularité avec les fragilités qu'elle a parfois. Ça peut être le subrogé-tuteur, même si aujourd'hui on confie au subrogé-tuteur un contrôle des comptes qui va interroger à nouveau. C'est aussi insister très lourdement, et ça je le dis sans embâche, même si c'est pas très juridique, sur le fait que le secret professionnel de la personne qui assume la fonction de tutelle ou de curatelle, c'est pas un dogme. Et qu'il faut savoir le violer intelligemment. Il faut savoir oublier les comptes sur la table de nuit de la personne protégée pour assurer un minimum de transparence familiale. Et je le dis aux juges, comme je le dis aux mandataires de protection future, n'assommez pas la famille avec ce secret professionnel. C'est vraiment quelque chose de dangereux, le secret professionnel. Il faut trouver... là où il faut trouver le principe de proportionnalité. C'est-à-dire qu'il faut trouver le moment où il faut savoir lâcher sur cette exigence-là pour que la transparence familiale ne souffre pas. Parce que nous, on le voit très très bien, il y a des mythologies familiales qui se créent avec la certitude qu'il y a des abus qui ont lieu sous prétexte d'un mandataire qui... se dissimule derrière le secret professionnel de façon assez maladroite, et aussi parce qu'on lui a souvent dit qu'il fallait qu'il le fasse, alors il le fait d'une manière par trop zélée. Voilà. C'est pour ça que j'aimerais parfois que dans la loi, on donne naturellement priorité à la famille. Ça me paraît une solidarité de toute évidence, mais en rappelant aussi que l'intérêt de la famille, dans ces cas-là, doit être pris en compte, et l'intérêt de la famille dans son ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que souvent, effectivement, la mise sous protection, elle agit plus comme facteur de dissension familiale qu'autre. Voilà. Merci bien. Alors c'est vrai qu'avec le succès de l'habilitation familiale, on peut réitérer le vœu que l'accompagnement des familles et la formation des familles soient renforcés. Alors, on a vu un petit peu l'ouverture. Maintenant, on va essayer d'avancer parce que le temps avance également et nous rattrape. Alors, par rapport à l'exercice de la mesure, je
je voudrais voir un petit peu avec vous finalement quelles sont les difficultés pratiques que vous rencontrez le plus, dans quel domaine, vis-à-vis de quelle situation finalement marquante vous pouvez, depuis l'entrée en vigueur de la loi finalement, qu'est-ce qui vous a le plus contraint, et peut-être est-ce que c'est des situations où vous avez dû un peu innover ou en tout cas trouver des solutions pour remédier peut-être à des lacunes de la loi ou en tout cas des faiblesses de la loi. Alors, je ne sais pas qui veut démarrer, parce que c'est une question hyper facile. Peut-être Pierre ? Je me lance. Alors, je ne parlerai pas des lacunes de la loi. Je parlerai de lacunes dans toute la société, de compréhension et de perception de ce qu'est la protection juridique. On est socialement dans une vision extrêmement paternaliste et substitutive qui reste. Et il est demandé aux protecteurs, d'ailleurs qu'ils soient familial, il me semble, ou professionnels, un certain nombre de choses de plusieurs ordres. D'abord, une substitution à la personne. On demande l'avis du protecteur. Qu'est-ce qu'il en pense ? Avant même que de demander l'avis de la personne, très souvent. Le protecteur se trouve très souvent, en fait, à une place entre la personne protégée et la société. C'est ahurissant quand on voit ce que porte la loi en termes de présomption de capacité et d'autonomie. Mais il y a une permanence de cette vision sociale et qui est encore très présente, je suis désolé, ils n'ont pas l'air d'être là aujourd'hui, mais au niveau des cohésions sociales. Il y a une vision extrêmement utilitariste de la protection juridique, qui vient quand même du droit des contrats, on l'a dit, même si ça n'est pas que ça, mais notre premier boulot, c'est de consolider l'activité juridique d'une personne vulnérable par les mécanismes de l'information pour appuyer le discernement, de l'assistance et de la représentation. Ça n'est pas de résoudre le problème, quel que soit le problème qui se pose. Et cette vision utilitariste aussi nous perd énormément. Combien de fois dans les situations, il y a un tuteur, mais c'est toujours le bazar dans le logement. Les voisins se plaignent toujours. Le logement n'est pas nettoyé, sans jamais qu'on se demande pourquoi il n'a pas été nettoyé avant, et est-ce que la personne est en capacité d'y consentir ou a juste la volonté de se plier à certains usages sociaux. On oublie souvent que promouvoir l'autonomie, c'est aussi promouvoir la capacité de personnes certes vulnérables, mais de se tromper. La capacité, c'est aussi la capacité à se tromper, à ne pas faire bien, et que quelqu'un en curatelle qui a une quasi pleine capacité, sauf sur l'encaissement et le paiement en curatelle renforcée, c'est quelqu'un qui a le droit de prendre un mauvais contrat. Pour ça, il existe aussi des règles a posteriori de remise en cause des actes, et c'est fait pour ça. Mais si d'entrée de jeu, le mandataire est toujours interpellé en amont ou s'interpelle tout seul, fait toujours les déclarations, fait toujours ceci, cela, et je pourrais juste citer, c'est peut-être le moment, cet arrêt de la Cour de cassation et avant d'une cour d'appel que je trouvais à la fois inquiétant et très intéressant pour le débat, c'est l'arrêt aide sociale. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Et en gros, condamnation d'un curateur renforcé qui n'avait pas fait le dossier d'aide sociale pour une personne en foyer d'accueil handicapé. C'est très inquiétant à mon sens parce que justement, il n'y a pas de représentation en curatelle. Donc condamner le curateur, et dit la cour d'appel, qui aurait dû assister la personne pour faire ça, ça voudrait dire que le dossier d'aide sociale est un acte de disposition, si on aurait dû l'assister. Or, de toute évidence, c'est un acte courant, un acte d'administration, un dossier d'aide sociale. Mais après, on peut dire aussi que le curateur renforcé qui établit l'inventaire, qui établit le budget, ne peut pas méconnaître intelligemment le fait qu'il y a besoin. Donc, qu'il soit impliqué paraît aussi une évidence. S'il ignore qu'il faut un dossier d'aide sociale alors qu'il tient le budget, on se demande ce qu'il fout là. Et derrière, si vous voulez, la réflexion s'est arrêtée là pour l'instant, et il me semble qu'il y a à densifier vraiment le corpus du métier, par exemple par rapport à un devoir de vigilance, un devoir d'alerte, et non pas un devoir de substitution. Et ça rejoint l'interrogation que tu nous posais, Muriel, autour de c'est quoi la différence entre tutelle et curatelle renforcée.
elle est stratosphérique en droit, mais effectivement trop peu différenciée dans les pratiques, où, en curatelle renforcée, trop souvent, les protecteurs font tout. Juste pour enchaîner, non seulement ils font tout, mais ils demandent au juge aussi de faire, lorsque le majeur protégé n'est pas d'accord, avec un petit oubli de l'exigence du Code civil. C'est-à-dire que le professionnel ne peut demander à agir au nom du majeur protégé en général, c'est plutôt sur le côté des professionnels, parce que les membres de la famille font certainement sans même demander l'autorisation. Mais si je reprends, un mandataire judiciaire va saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte en matière de curatelle. La loi exige que c'est lorsqu'il y a compromission grave des intérêts. Et moi, j'ai constaté plusieurs décisions sur requête des professionnels. Donc, les ordonnances sur requête, on est d'accord pour dire que le travail, il est fait par le professionnel qui présente la requête au juge. Mais je dirais, dans la requête, il faut qu'il y ait tous les éléments d'appréciation pour que le juge puisse statuer en conséquence. Et il y a la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé bon nombre d'autorisations en l'absence de caractérisation de la compromission grave des intérêts. C'est-à-dire que, de fait, on a une pratique de substitution. Alors, quand on n'arrive pas à obtenir la signature du majeur protégé, on en est presque là. Quand on n'arrive pas à obtenir la signature du majeur protégé, on demande l'autorisation au juge. J'ai le souvenir d'une situation comme ça où le curateur professionnel demandait l'autorisation au juge pour donner les étrennes d'un tel montant de manière égalitaire entre les enfants, parce que c'est pas ça que voulait le majeur protégé. Avec quand même une épargne conséquente comme on peut en trouver en région PACA. Je dois vous dire que la compromission grave des intérêts pour savoir s'il fallait donner 500 € par enfant et non pas faire une différence entre les enfants, voilà. Donc, et on avait de fait un mandataire professionnel qui avait porté ça et un juge des tutelles qui avait ordonné une répartition égalitaire. Alors là, sur le respect de la volonté et sur la compromission grave des intérêts, voilà. Il ne faut pas oublier qu'on est avec nos projections, et c'est quand même très important qu'on soit tous clairs avec nos propres projections. Et dans les fonctionnements familiaux, voilà, l'égalitarisme, c'est peut-être une projection, c'est pas forcément le souhait de la personne, ni les réalités. Évidemment, l'avocat, il voit les choses qui vont pas bien, hein, sinon il serait pas là. Donc, si vous voulez, je reprendrai ce qu'a dit Pierre sur le devoir de vigilance en matière de curatelle renforcée. J'ai eu un dossier qui était un peu lourd. C'est une personne qui est en curatelle renforcée à Paris, avec une association tutélaire. Normalement, il y a une visite tous les 3 mois et ça se passe au mois d'octobre. Donc, on sait qu'elle est en diogénisation. Hein. Et elle refuse d'ouvrir la porte au mois d'octobre. Bon, voilà. Donc l'association doit revenir tous les 3 mois. Et donc octobre, novembre, début décembre, la copropriété se plaint qu'il y a des odeurs. Ils vont tellement se plaindre qu'ils vont se plaindre au syndic, ils vont se plaindre aux propriétaires. Il y aura une assemblée générale de la copropriété. Le propriétaire va être excessivement agressé. Il va aller voir le commissaire de police. Il va y aller 3 fois. Et au bout de 3 fois, on va défoncer la porte. La personne est morte depuis 7 semaines. C'est la 2e fois que ça m'arrive. Donc, si vous voulez, quand même, il arrive que c'était pas un problème patrimonial, c'était un problème de tutelle à la personne. J'appelle ça, ou curatelle à la personne, si vous voulez. Donc, on avait voulu respecter son autonomie, donc son choix de ne pas voir le curateur. Et elle était en pas bon état et elle en était morte. Vous voyez ? Donc, c'est toujours la balance entre les 2 points. Entre les 2 points. Comment faire pour rester au milieu
respecter sans diminuer. Hein, toujours la grande phrase que nous avons tous de Thierry Faussier en mémoire. C'est toujours là le problème. Donc dans l'exercice, il y a ce point sur la personne. Sur le bien, alors je dois dire que la loi a fait quelque chose d'exceptionnel dont on ne parle jamais, c'est qu'il n'y a pas de secret professionnel qui puisse être opposé au protecteur. Et alors là, je peux vous dire que les banques, je me les prends. L'article 503, une petite merveille, recommandée avec AR. Et comme ça ne répond pas dans l'agence, au bout de 15 jours, je file au service juridique national en disant copie au juge des tutelles, copie au procureur de la République. Je peux vous dire que le directeur juridique général in personam me téléphone. Ah oui, l'article 503, il est parfait. Il est complètement oublié. Vous vous rendez compte que le texte est de 2007, qu'on est en 2019 et qu'ils ne l'ont pas encore intégré. Mais ça va venir. Soyons patients. Merci. Alors peut-être juste un mot par rapport à cette question de l'intérêt de la personne et le respect de sa volonté, l'articulation en tutelle, en curatelle. Est-ce que ça vous inspire ? Très simplement, est-ce que je n'aurais pas accaparé mais je crois qu'un des apports professionnels qu'on a eu ces 10 dernières années, ça a été de constater qu'en fait, l'intérêt et la volonté de la personne qui étaient trop souvent opposées étaient complètement intégrés l'un à l'autre. C'est-à-dire l'intérêt de la personne, c'est sa volonté, à l'exception des cas où sa volonté ne peut pas être respectée parce que soit elle est trop démentielle, soit elle est matériellement, de manière très objectivement, impossible, soit d'un point de vue financier, juridique, matériel, corporel. Mais opposer les deux n'a plus de sens après 10 ans d'expression de la loi. L'intérêt de la personne, c'est avant tout ce qu'elle veut, et après, essayer de voir comment mettre en œuvre au mieux possible sa volonté, avec quand même juste un bémol, parce que là aussi, il y a une très grande, il me semble, il y a une mauvaise perception souvent, ce n'est pas parce que la personne veut que le mandataire doit. C'est l'ensemble du tissu social qui est concerné. Le mandataire reçoit mandat du juge, pas de la personne protégée ni de la famille. Il est souvent important de le rappeler. Merci. Plus compliqué de ce que je vois, mais je rappelle que ce qui vient en appel, par définition, c'est ce qui se passe vraiment pas bien, sinon c'est réglé bien en amont. J'ai quand même en tête plusieurs situations sur le fondement de 459-2, c'est-à-dire un juge qui vient fixer un lieu de vie, un juge qui vient fixer des rencontres entre les enfants, qui vient dire la résidence de telle personne, elle est en EHPAD, et en plus, la fille A viendra la voir le lundi de 2 à 3. La fille... Mais voilà, parce qu'on a aussi des établissements qui viennent dire, non mais attendez, si les 2 sœurs se croisent dans le couloir, ça part tellement en vrille qu'après ça, la mamie, elle est à la limite de l'envoi à l'hôpital. Enfin, je veux dire, le respect de la volonté et de l'intérêt, de ce que je vois en appel, pareil. Hein, d'abord, versatilité des propos. Enfin, quand même. On a un certain nombre de personnes qui sont capables de vous dire rose un jour, bleu le lendemain, et en étant probablement complètement authentiques au moment où ils le disent. La difficulté, d'abord, c'est les éventuelles zones d'influence, d'interférence, voire d'emprise. Et puis au-delà de ça, les ambivalences de chacun. Et somme toute, les ambivalences des personnes vulnérables ne sont certainement pas les moindres. Donc l'expression de la volonté, je dis que c'est parfois délicat. Et volonté-intérêt, c'est parfois aussi délicat. Voilà. Et pareil, ce qui vient en appel, c'est forcément le plus crispé. Mais les décisions sur l'article 459-2, c'est certainement les décisions les plus délicates pour tout le monde. Pour ceux qui portent la requête au juge, pour les juges, et quand ça vient en appel, ce n'est pas non plus que facile. Je pense que ce qui est important, des fois, c'est de refuser l'urgence.
je pense qu'il y a parfois une tendance à imposer une urgence à laquelle il nous faut tous résister. Et voilà. Et donc, se donner le temps d'investigation complémentaire. Enfin, je veux dire, quand ça vient en appel sur 459-2, ça fait partie de nombre de décisions où il y a souvent des avant-dire droits. C'est-à-dire, on en est là, mais on va prendre le temps encore un peu plus. Voilà, des expertises supplémentaires, des enquêtes sociales, voilà. Parce que ce qui va être dit à un moment donné, ça fige. Alors, on peut toujours se dire qu'on pose un cadre, puis après ça, les gens s'en saisissent. Mais bon, quand même, on a dans l'idée que si on pose un cadre, c'est bien aussi parce qu'on est presque dans une situation de danger, et donc on retombe sur l'ordre public de protection. Parce que quand on est... le juge statue sur la résidence ou statue sur les relations, excusez-moi, c'est qu'on est à la frontière du danger. Sinon, on n'en serait pas là. Je rappelle que tout ce qui est protection de la personne, audition du majeur protégé posé en règle, sauf certificat médical qui vient dire que la personne protégée serait plus en état d'exprimer sa volonté. Un mot, Florence, pour... Donc, si vous voulez, sur l'article 459-2, là, j'ai un dossier un peu particulier. Donc, c'est une jeune femme qui a un handicap sûrement physique et qui a été mise sous curatelle simple aménagée. C'est assez particulier parce que elle est handicapée physique, certainement, mais sur le plan mental, elle a eu son bachelor avec mention bien. Vous voyez, elle joue du piano, enfin bon, elle a un BTS, mais elle a une élocution qui est lente. Vous voyez, donc c'est un peu particulier. Et ses parents divorcent. Donc elle a 25 ans. Et alors, il y en a un des deux parents qui demande un droit de visite, un 3-5, la moitié des petites vacances. Enfin bon, c'est... Ouh. Alors, bon, moi, j'ai pas le dossier divorce. Hein, je suis pour le majeur protégé. Et j'ai bien dit qu'elle veut pas rentrer dans ce processus-là. Donc, un des parents a déposé une requête devant le juge des tutelles à cet effet, puisque devant le JAF, il n'a rien obtenu. Vous voyez, c'est intelligent, hein. Fallait y penser. Donc, j'attends de savoir comment notre juge des tutelles va répondre à cette requête, et j'espère qu'il va bien sûr auditionner ma cliente, je l'accompagnerai, et ma cliente parlera lentement peut-être, mais dira ce qu'elle a à dire, avec un certificat médical circonstancié de moins de 2 mois, indiquant ses capacités cognitives, etc. Voilà. Donc, on est sur 459-2-2, même en matière de divorce. Vous voyez jusqu'où on va. Hein. Alors, on ne manque pas d'imagination. Merci, maître, pour cet exemple éclairant, si on peut dire. Juste, alors, comme il nous reste très peu de temps, un petit mot à propos du mandat de protection future, puisqu'on a quand même la chance d'avoir un notaire parmi nous. Et puis avant de passer la parole peut-être à la salle, s'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été dit lors de cette table ronde. Alors, le mandat de protection future, j'ai bien entendu l'intervention tout à l'heure. J'ai été un ardent défenseur de cet outil et j'avoue que mon enthousiasme s'est émoussé. Et je vais m'en expliquer. J'ai dû signer une centaine de mandats de protection future. J'en ai actuellement 4 d'ouverts, 3 où j'ai découvert qu'une mesure de protection avait été mise en place avant même qu'il soit activé, et 2 où j'ai découvert subrepticement qu'ils avaient été mis en œuvre sans jamais avoir été informé par quiconque, ce qui fait que mon contrôle des comptes est pour le moins parcimonieux. Et ces différents exemples montrent et révèlent un certain nombre des fragilités du dispositif. Bon, l'absence de publicité est naturellement, on l'a déjà dit, mais la solution d'un registre spécial m'insatisfait au premier chef. Je crois que ça permettra certes aux juges de respecter le principe de subsidiarité, mais à part ça,
Je ne crois pas que le Conseil Ecofinoga consultera fréquemment le registre spécial. Et c'est la deuxième, difficulté hein, du mandat de protection future, c'est que c'est une protection qui peut paraître sous beaucoup d'aspects incertaine, puisque elle n'enlève pas la capacité à la personne protégée et qu'on reste sous la lésion. Et que, notamment pour des maladies dégénératives, il y a quand même une période où les personnes peuvent conclure des contrats fort inopportuns et promettre au mandataire qu'il va falloir qu'il aille devant les tribunaux pour faire annuler ses actes. C'est une vraie galère, hein, disons les choses clairement. Bon. Troisièmement, c'était un outil qu'on nous proposait comme un outil libéral au sens philosophique du terme, et en réalité, il n'est pas tant que ça. Non pas que je... Bon, mais la présence du juge et je dis les ailes protectrices du juge, ils sont présentes. Parfois trop. Il faut bien reconnaître que nos clients pensaient arriver dans une clinique privée modèle suisse, et ils se retrouvent finalement dans un hôpital parapublic. Voilà, il y a là un certain nombre de faiblesses. Il y a une autre faiblesse, et elle est claire, hein, il ne faut pas être langue de bois, c'est que le contrôle et la rémunération du notaire sur le contrôle des comptes est à ce point insignifiante, puisqu'elle oscille entre 50 et 110 euros, au regard de la responsabilité qu'elle engage, qui fait que beaucoup de mes confrères ne sont pas les promoteurs de cet outil-là. Il y a un troisième problème également, c'est qu'on a un certain nombre de personnes qui viennent nous voir parce qu'elles voudraient faire des mandats de protection future, mais elles n'ont pas de mandataire à nous proposer. Et là, je lance aussi un appel aux associations pour qu'elles offrent un service de mandataire de protection future aux personnes qui pourraient le souhaiter, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui voudraient faire un mandat de protection future, mais n'ont pas le candidat idoine. L'autre difficulté, c'est qu'un certain nombre de personnes viennent nous voir parce qu'elles veulent faire un mandat de protection future, parce que, en fait, la situation familiale est relativement obérée. On évoquait tout à l'heure le cas des familles recomposées. Moi, à mes yeux, le mandat de protection future est un outil d'une extrême fragilité. Et que dans la mesure où toute personne peut le contester, j'ai parfois quelques réticences à faire signer un contrat à quelqu'un en me disant de toute façon, il y a une chance sur deux, si ce n'est pas 9 sur 10 pour être plus précis, que ça se termine devant un magistrat. Et si je me mets 2 secondes à la place du magistrat, je ne vais pas m'en papaouter, et je suis poli, à maintenir un mandat de protection future et à avoir des jérémiades qui reviennent dans mon bureau à peu près tous les 6 mois. Je vais y substituer purement et simplement une mesure de protection et n'en parlons plus. Donc, si vous voulez, quand il y a une odeur de soufre ou une odeur de conflit, le mandat de protection future, c'est un outil que je ne saurais conseiller. Et au final, aujourd'hui, si j'étais un peu sévère, je vous dirais le mandat de protection future, il a encore un champ d'application, mais je le trouve de plus en plus limité. Il s'applique, à mes yeux, aux vieilles tantes, hein, qui ont besoin de l'aide de leurs neveux en perspective, puisqu'elles ne sont pas éligibles à l'habilitation familiale le jour où elles auront perdu leur capacité. Il s'applique peut-être effectivement aux professionnels, comme l'évoquait tout à l'heure le professeur Raoul Cormeil, mais encore faut-il trouver le professionnel qui viendra vous aider si dans la gestion de vos affaires vous n'êtes plus en mesure d'exprimer votre volonté et de pourvoir seul à vos intérêts, et il faut vraiment trouver un bon copain qui soit prêt à reprendre votre boîte le jour où vous n'êtes plus en mesure de le faire. Et puis sinon, c'est un outil qui souffre aujourd'hui d'une compétition juridique avérée. C'est l'habilitation familiale. Parce que très clairement, moi, quand j'ai des familles unies qui viennent me voir, entre dire je vais mettre un mandat de protection future en place, le jour où il se mettra en œuvre, il vous coûtera de l'argent, et par contre, il faudra tenir des comptes, et puis il faudra que je les contrôle. Et puis sinon, je vous propose d'attendre, et puis le jour venu, on fera une habitation familiale, vous aurez moins de comptes. Il faudra quand même en tenir, hein, soyons clairs, parce que sinon vous allez créer une zizanie. Mais en tout cas, vous y êtes plus tenu par la loi. Et c'est gratos. Soyons très clairs, je préconise aujourd'hui l'habitation familiale aussi longtemps que la famille est unie. Mais quand elle ne l'est pas, je vous l'ai dit, le mandat de protection future,
c'est pas une panacée. C'est dire que, en fait, pour moi, ça a été un outil qui a été le prémisse d'une plus vaste déjudiciarisation auquel on a assisté avec l'habitation familiale. Donc sa grande vertu, c'est qu'il a enfoncé des portes. Mais aujourd'hui, elles se referment derrière lui. Merci beaucoup. Alors juste un dernier mot, je crois, sur les comptes de gestion. Oui, ça me semblait difficile de pas du tout en parler, mais peut-être parce que, donc, comme il a été rappelé tout à l'heure, c'est clair que le rapport de la Cour des comptes est quand même assassin sur la protection patrimoniale des majeurs protégés, et je pense que ça fait aussi partie de ce que le service public de la justice et de tous ceux qui y concourent doivent assumer. Alors, juste pour dire que je crois vraiment qu'on est aussi dans la cour d'appel d'Aix-en-Provence, c'est toute la Côte d'Azur, là, vous voyez. Donc, il y a quand même beaucoup de vieux et beaucoup de très riches, voilà. Et donc, beaucoup de prédateurs et avec, je sais que ça ne va pas forcément plaire au bout de la table, avec un positionnement d'avocat qui n'est pas toujours d'une clarté sans nom. Voilà. Je le dis parce que c'est ce que je constate en appel, et que des avocats conjoints, communs au majeur protégé et à celui qui a une plainte pour abus de faiblesse, il y en a. Et lorsque vous dites en appel, ah maître, je crois que ça va être un petit peu problématique que vous soyez à la fois pour les deux. D'abord, il n'y pense pas tout seul, dont acte. Et la fois d'après, il vient avec son fils qui est avocat. D'accord ? Mais, je veux dire, ça peut faire sourire, mais ça fait ça fait un petit peu... Ça gêne un peu, hein, dont acte. Je maintiens que... Je ne sais pas si c'est un prisme particulier Côte d'Azur, hein. Cela étant, c'est une réalité. Et du coup, toutes les réflexions sur avocat obligatoire, etc., ok, mais qui choisit ? Qui choisit ? Et pour quelle parole ? Lorsque le majeur protégé est présent à l'audience, on peut avoir la prétention d'essayer de voir quelle est sa parole. Allons-y doucement sur l'expression de la volonté, surtout lorsqu'on est en audience, etc. Hein. Mais lorsque le majeur protégé n'est pas présent et est représenté uniquement par un avocat, je maintiens que attention à ce qu'on met en place et avec quelle garantie. Sur le contrôle des comptes, parce que ça a à voir avec la gestion du patrimoine, hein, parce que des avocats qui sont dans des places comme ça, je les vois pas tellement dans les dossiers d'AH. Désolée. En revanche, non mais je le dis, et je l'assume parfaitement de là où je suis, c'est-à-dire magistrat délégué à la protection des majeurs à la Cour d'Aix-en-Provence. Voilà, donc ça, je le dis sans aucune... en ce qui concerne la gestion des comptes, je dois dire qu'il est vrai qu'il y a un vrai souci. Voilà. Lorsque le rapport de la Cour des comptes est venu mettre en évidence un manquement flagrant, j'ai demandé à tous les collègues du ressort de la Cour d'appel de me dire comment ça se passait dans leur juridiction. Tribunal d'instance de Nice. Vous voyez ce que c'est, Nice, là 6900 dossiers, 1% des comptes contrôlés. Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, c'est juste un petit peu plus loin, 100% des dossiers contrôlés. Parce que implication des directeurs de greffe, je rappelle que ce n'est pas les magistrats qui étaient en charge de ça, qui ne sont toujours pas en charge de ça, c'est le directeur de greffe. Donc la question, c'est l'implication des directeurs de greffe, la stabilité des effectifs. On sait très bien que dans un tribunal, lorsqu'un greffier vient à manquer, on pioche dans ceux qui s'occupent des comptes de gestion. Parce que l'on considère qu'il vaut mieux qu'il y ait un greffier qui soit présent à l'accueil du public. Et je ne dis pas que c'est un mauvais choix. Je dis que la réalité, c'est que de fait, on avait une situation qui en plus ne correspondait à aucune logique. Parce que Cagnes-sur-Mer-Nice, c'est à côté. Et la différence dans ce qui est quand même aussi ce que l'on doit assurer à la protection des majeurs était carrément flagrante.
On a donc, on a parlé des conventions avec les huissiers. Alors, je ne vais pas développer tout ça, mais les conventions avec les huissiers, d'abord, c'est là aussi la compétence des directeurs de greffe. C'est les directeurs de greffe qui délèguent la mission de contrôle et d'approbation à des huissiers. Donc, s'il n'y a pas de directeur de greffe dans les tribunaux d'instance, et il y a bon nombre de tribunaux d'instance où des postes ne sont pas pourvus, on ne peut pas le mettre en œuvre. Voilà. Donc, on arrive à la désignation d'un professionnel, article 513, qui, depuis la réforme, est devenu article 512. Ils ont changé de numéro. Bon. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas, à ce point-là, privatiser, parce que c'est bien de ça dont il est question, le contrôle des comptes. Et enfin, je veux dire, c'est très bien pour les très gros patrimoines où, en effet, on a besoin de professionnels, mais dans ces cas-là, ce n'est pas uniquement pour approuver les comptes. On a besoin de professionnels aussi pour avoir des conseils de gestion. On a besoin de professionnels pour faire de l'optimisation patrimoniale. Et ça a un coût. Et ça, on est d'accord pour que les majeurs protégés payent ça. En revanche, pour ceux qui sont bêtement à 5 000 € par mois et une petite assurance vie de 100 000 €, petit patrimoine sur la Côte d'Azur, se pose la question de qui fait quoi. Voilà. Et je dis que c'est un peu compliqué. La dispense des comptes, on sait très bien que c'est complètement marginal. Hein. Le rapport de la direction des affaires civiles est venu rappeler que c'était 4,5% des dossiers, dispense des comptes, en matière de tutelle et 1% en matière de curatelle. Je trouve que l'idée de la loi qui est de dire peut-être que la dispense des comptes, il faut la différer un petit peu, c'est-à-dire attendre l'inventaire, attendre le budget, attendre d'avoir un minimum d'éléments. Je trouve que c'est une bonne idée. De temps en temps, il y en a des bonnes. Par contre, sur l'histoire de qu'est-ce qu'on fait au final dans le contrôle des comptes, la solution retenue par la loi de mars dernier, là, nous inquiète un peu tous, puisque ça fait jouer un rôle en intrafamilial auquel les gens, d'abord, on ne leur a pas demandé leur avis au moment où on les a désignés, et on va attendre d'eux aujourd'hui quelque chose qui est quand même pas rien en termes de responsabilité. Voilà, donc je dis que ce chantier-là n'est vraiment pas fini avec les positions de la loi du 23 mars dernier, avec beaucoup d'inquiétudes, mais peut-être que ce sont des inquiétudes liées à la Côte d'Azur. Merci. Alors, 1 minute rapidement, parce qu'on Oui, va bientôt c'est clôturer. La défense a le droit de s'exprimer. Madame le Président, si vous m'y autorisez. Oui, le principe du contradictoire, l'article 16 du Code de procédure civile, n'est-ce pas? Je me permets, pour ceux qui l'auraient oublié. Donc, sur les avocats... Bon, j'enseigne depuis plusieurs lustres. Hein. Donc, si vous voulez, j'enseigne à mes confrères, en particulier que pour être l'avocat de quelqu'un dans la mesure de protection, ils doivent obligatoirement avoir un mandat ad litem, article 464 du Code de procédure civile. Là, j'entends un silence de mort. Ils l'ont même pas parce qu'ils l'ont jamais eu et qu'ils pensent que voilà, il n'est pas nécessaire. Quand la présence est obligatoire, ils l'ont pas. Donc quand la présence, quand elle n'est pas obligatoire non plus, c'est du gracieux, il n'en a pas nécessaire, point barre. Donc je leur dis, si, comme ça, si vous avez un problème, cette pièce, vous ne la présentez pas au magistrat puisqu'elle est signée par votre client, mais vous l'envoyez au bâtonnier dans la minute et le problème est résolu. Donc moi, je veille toujours à cela. Donc cela règle le problème. Qu'il y ait des difficultés déontologiques, comme l'a dit à juste titre Gilles, quand on plante un arbre, il y a toujours des branches mortes. On peut pas, dans tous les groupes, il y a des difficultés. Bon, donc, mais on peut aussi avoir des avocats qui veillent à être l'avocat d'une personne et non d'une autre, qui évitent les conflits d'intérêts et qui font leur métier avec cœur et courage, hein, et responsabilité. Voilà, et responsabilité et déontologie. Donc ça, c'est très important. Et on a quand même un texte, c'est l'article 1219 de mémoire du Code de procédure civile, qui dit que le bâtonnier peut saisir le juge, enfin que le juge des tutelles peut saisir le bâtonnier, qui doit dans les 8 jours nommer un avocat. C'est l'ancien article 1261 du Code de procédure civile.
Alors, dans ce nouvel article, malheureusement, c'est le majeur qui demande. Moi, je crois qu'on devrait revenir à l'ancien article 1261 pour ceux qui l'ont connu, parce que ça résout tous les problèmes. C'est le juge qui demande au bâtonnier, le bâtonnier nomme, et on n'en parle plus. Hein. Moi, je me suis trouvé en conflit avec des confrères qui avaient été nommés aussi. Moi, j'ai dit, j'ai mon mandat de l'item. Ils n'en avaient pas. Donc, je dis, on va aller devant le bâtonnier, il va résoudre le problème. Ça se résolvait tout de suite, je peux vous le dire. Donc, il faut être clair. Nous avons des règles qui sont parfois pas appliquées, mais qui existent. Je serais peut-être plus réservée sur le problème, si vous voulez, du contenu des compétences de mes confrères qui parfois prennent des dossiers pour des raisons alimentaires sans mesurer toute la complexité de cette matière. Voilà. Ça, je dirais. Et au barreau de Paris, en revanche, ça fait quand même 22 ans au barreau de Paris que j'enseigne bénévolement. Hein. Donc, si vous voulez, je veille à ce qu'il y ait une liste d'avocats spécialement formés dans laquelle le bâtonnier peut prendre, picorer qui le désire, nommer qui le désire, les personnes devant, par an, au moins être inscrits à 7 sur 10 réunions. Maintenant, on en a 20. Donc, si vous voulez, il faut se former. Et en psychiatrie aussi. En psychiatrie, toutes les formations sont obligatoires. Donc, si vous voulez, là, nous avons donc un corpus de confrères qui sont compétents. Donc, si vous voulez, je pense que si tous les barreaux avaient la volonté aussi de faire cela, nous avons quand même des centaines de milliers de personnes sous mesure de protection en France. C'est le plus grand contentieux qui existe. Le juge ne s'appelle pas juge des tutelles maintenant, juge du contentieux de la procédure, alors que des contentieux de la procédure, des contentieux de la protection, pardon, le juge des contentieux de la procédure. Hein. Oh, mais je ne dirais pas la protection, juge des contentieux de la protection, alors que dans le code de procédure civile, c'est la procédure qui est gracieuse. Donc, il y a là une dichotomie exceptionnelle, et vous savez que quand c'est du contentieux, c'est la présence obligatoire de l'avocat. Donc là, il va falloir quand même qu'on se mette d'accord quelque part. Hein. Mais j'ai certainement totalement tort. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Maître Fresnel. Alors, juste un mot pour clôturer cette matinée. On a vu ce matin que la loi du 5 mars 2007 avait été une loi ambitieuse, avec cet objectif de protection des majeurs sans porter atteinte aux libertés individuelles, aux droits fondamentaux. C'est sans nul doute une avancée dans la reconnaissance des droits des majeurs, ça a été dit ce matin, notamment dans la protection de la personne, dans la promotion de son autonomie. Il me semble qu'elle a manifestement contribué à une sensibilisation importante des professionnels à ces droits, et au travers notamment de la professionnalisation des mandataires, ce qui a conduit, en tout cas depuis une dizaine d'années, à faire évoluer, il me semble, les modes d'exercice de ces métiers. Bien que durement apprécié par certains, ça a été également dit ce matin, la mise en œuvre de la loi révèle, il me semble quand même, que le respect de la personne et de sa volonté sont au cœur des pratiques. Et je tenais quand même à le dire, même s'il y a des difficultés qui subsistent, et notamment, on n'en a pas parlé, faute de temps, mais s'agissant des actes à la personne et de la santé des majeurs protégés, il me semble, et j'attends avec impatience, le futur texte d'articulation du CSP avec le Code civil. Il me semble... Comment ? Oui, et du CASF, puisque maintenant, il faut bien le dire, on l'a dit un petit peu ce matin, le droit de la protection juridique, c'est pas que du droit civil, loin de là. Ça nous a obligés nous-mêmes, d'ailleurs, à découvrir depuis 10 ans un certain nombre, enfin depuis la loi du 2-2 d'ailleurs, des codes inconnus, mais qui sont très riches et parfois assez complexes à manier, je l'avoue. Et oui, bon. Voilà, quelques mots pour clôturer quand même cette matinée, qui était très riche. On peut avoir un petit débat. Ah oui, c'est vrai qu'on peut finir un petit peu plus tard. Ouais. Ah d'accord. Donc on a le temps de poser. Enfin, si certains veulent poser des questions à la table ronde, les sujets sont variés, donc voilà. Si certains praticiens veulent réagir par rapport à ce qu'on a dit ce matin, compléter, donner des expériences. Enfin.
nous retracer peut-être leurs expériences propres, qu'ils n'hésitent pas. Oui. Merci. Donc, Maître Corbet, de barreau de Grenoble. Si j'ai bien compris, sur Paris, un système qui a été mis en place de formation de confrères très spécialisés pour tout ce qui est matière donc, de protection des majeurs. Et il y a un lien qui se fait pour que ces avocats-là soient désignés si nécessaire. Oui, donc c'est ce qu'on avait décidé en 2000. Alors là, on a un peu modifié la procédure sur l'inscription à la liste, puisque ceux qui le faisaient déjà à l'aide juridictionnelle resteront sur cette nouvelle liste. En revanche, ceux qui veulent s'inscrire sur cette liste doivent maintenant passer un examen. Donc il y aura en plus un examen qui sera fait pour mesurer la qualité et la compétence sur la mesure de protection. De plus, pour l'hospitalisation psychiatrique, la présence obligatoire aux formations qui ont lieu 2 fois par an, qui sont de 8 heures, sont nécessaires. Vous voyez ? Donc, c'est vrai qu'on est quand même 28 000 confrères. Et bon, en hospitalisation psychiatrique, on est une cinquantaine. Et sur la mesure de protection, on doit être une petite centaine aussi, quoi. Ça veut dire que là, vous êtes missionné. Enfin, je veux dire, il y a un lien avec les juges qui se fait. Ce que je trouve, c'est que de façon générale, j'en parlais tout à l'heure avec un juge des tutelles de Grenoble, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'avocats qui interviennent. La présence de l'avocat n'étant pas obligatoire, il y a moins d'1%. Moi, les chiffres que j'avais trouvés, enfin, je ne sais pas si, mesdames les magistrats ici présentes, mais c'est moins d'1%. Donc, c'est peu. Il ne faut pas croire que ce soit sur des gros patrimoines. J'interviens sur des problématiques un peu particulières où, par exemple, en habilitation familiale, hein, les gens viennent me voir. J'ai même eu 3 fois un cas où la personne était l'enfant unique pour une habilitation familiale. Elle vient voir, je lui explique la procédure et je lui dis, vous allez seul devant le magistrat, il n'y a pas de... Et l'enfant qui a entre 50 et 70 ans, attendez, c'est hein, il me dit, me dit, moi, maître, je ne peux pas, je ne veux pas, je suis dans l'incapacité psychologique. C'est une symbolique pour moi de devenir le parent de mon parent, d'avoir l'habilitation familiale. Je vous en conjure, accompagnez-moi. Donc, il y a aussi cela, cette demande. Il y a aussi des habitations familiales où tout le monde s'entend très bien. Ils viennent tous, tout le monde s'entend bien. Je leur dis, bon, je vous reçois, vous. Non. Il faut que vous soyez avec nous dans le magistrat. On n'est jamais allé devant un juge. On ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas, on a peur. C'est extraordinaire à entendre cela. Extraordinaire à entendre. Parce que ce sont des gens qui se disent, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Quelles sont les questions qui vont être posées? Et il faut les préparer. Attendez, les préparer, ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Alors que l'audition devant le juge des tutelles est tout à fait agréable, les magistrats sont délicieux, ils sont compliants, ils sont bienveillants, ils ont toutes les preuves de la bienveillance de la famille. Ils en sont malades. Vous voyez? Donc, contrairement à ce que l'on pense, la présence de l'avocat peut avoir un effet bénéfique. Et puis aussi, la présence de l'avocat, je plaide toujours pour ma paroisse, mais moi, je ne serai pas là quand la présence de l'avocat sera obligatoire. Hein, je serai morte. Hein. Donc, je peux vous le dire. Eh bien, moi, je me souviendrai très bien de ce que m'avait dit Thierry Fossier, quand il était juge des tutelles. Il m'avait dit, vous vous rendez compte, Florence, ils arrivent, c'était du temps où la saisine était devant le juge des tutelles d'office. Hein. Ils arrivent tous avec leur papier dans un sac en plastique. C'était le sac en plastique qui m'avait marqué. Et ils sortent leurs papiers. Alors, il y en a partout sur le bureau, là. Et puis ils sortent les papiers, ça pousse dans son. Alors qu'il était évident qu'un avocat, quand il fait sa requête, son bordereau de communication avec les pièces jointes, le magistrat lit tout, il doit mettre 6-7 minutes parce qu'une requête bien faite ne doit pas dépasser 5-6 pages maximum. On doit expliquer les choses, on joint les pièces. Il faut respecter le temps du magistrat, respecter son travail. Pour moi, c'est très important. Je viens du notariat, c'est ce qu'on m'a appris.
respecter le magistrat. Donc le travail doit être simple, on doit bien faire son travail, simplement donner les motivations nécessaires, donc répondre aux questions que le magistrat va se poser pour motiver sa décision, déposer sa requête et faire le travail. Voilà. Donc si vous voulez, c'est ça que je dis. Et c'est vrai qu'on est peu porté sur ce problème-là. Madame l'avocat général Anne Caron-Déglise, dans son rapport interministériel du 21 septembre 2018, a plaidé pour la présence obligatoire de l'avocat. Donc je tiens à la vous remercier et à la saluer ici. Et c'est vrai, c'était pour dès lors que on peut le... Pardon ? Oui, mais j'ai pas eu le temps de terminer ma phrase, Anne. Je vous remercie. Dès lors qu'il y a une dispense, dès lors qu'il y a une dispense, une ordonnance de non-audition, pour que quelque part la parole de l'avocat soit portée. Donc voilà. Donc si vous voulez, c'est important. Mais il est vrai que parfois il y a des ordonnances de non-audition et que la personne est auditionnée ensuite. Ça, moi je l'ai vu aussi dans des dossiers. Voilà. Voilà mon cher confrère la réponse. Juste pour information, les procédures examinées devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en matière de protection des majeurs, il y a un avocat dans 45% des dossiers. À la Cour d'appel. Les collègues en première instance disent aussi qu'ils ont de plus en plus d'avocats. En première instance également. J'ai pas le chiffre. J'évite de pressuriser les collègues en leur demandant trop de statistiques. Mais la réalité de la Cour d'appel, c'est celle-là. Est-ce que dans la salle, vous avez d'autres questions? Peut-être avant qu'on passe à la pause. Mais, comment on dit? Non? Oui. Ah ben déjà, je crois qu'on peut applaudir nos intervenants et les remercier.